Quand as-tu regretté de ne pas t'être mêlé de tes affaires? Une fille de mon cours d'économie, Maëlle, m'a proposé d'aller déjeuner avec elle. Quand j'ai accepté, elle m'a demandé de m'asseoir à une table près de la fenêtre, mais de ne pas lui parler en arrivant. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais je me suis quand même pointé. Elle était déjà installée à une table avec un gars que j'ai supposé être son copain. Je me suis assis à quelques tables de là, faisant semblant de regarder mon téléphone tout en essayant de comprendre ce qui se passait. Puis je l'ai entendu lui annoncer qu'elle rompait. Sa voix tremblait, mais elle était assez claire pour que j'entende l'essentiel. Il s'était éloigné, elle avait besoin d'espace. Le gars, qu'elle a appelé Alexis, l'a pris avec un calme olympien. Il hochait la tête, posait des questions discrètes sur des détails pratiques, comme quand elle viendrait récupérer ses affaires chez lui ou ce qu'il ferait des billets de concert qu'ils avaient achetés. Au bout d'une vingtaine de minutes, il s'est levé, l'a enlacée et est parti sans faire d'histoire. Maëlle est venue s'asseoir à ma table après son départ. « Je suis vraiment désolé d'avoir été bizarre », a-t-elle dit. « J'avais juste besoin que quelqu'un soit là au cas où ça tournerait mal. Il a un sacré caractère, j'avais peur de le faire seul. » Je lui ai dit qu'il m'avait semblé plutôt calme. Elle m'a jeté un regard étrange. Il n'a jamais réagi aussi bien à quoi que ce soit avant. Je ne sais pas quoi en penser. On a fini par discuter pendant 1 heure. Elle m'a donné son numéro et m'a dit de lui écrire un de ces jours. Je lui ai envoyé un message le soir même, et elle a répondu tout de suite. Mais l'après-midi suivant, elle m'a écrit que quelque chose d'étrange s'était passé. En rentrant chez elle, elle avait remarqué que tous ses meubles avaient été légèrement déplacés, comme si quelqu'un les avait poussés de quelques centimètres vers la gauche. Je lui ai demandé si son proprio était entré, mais elle m'a dit qu'il jurait que personne n'était venu, et elle était sûre de ne pas l'imaginer. Quelques jours plus tard, quelqu'un a glissé une note sous sa porte. « Tu as fait une erreur ». Elle a interrogé ses voisins, mais personne n'avait rien vu. Puis elle m'a raconté qu'une berline bleu foncé la suivait, s'éloignant chaque fois qu'elle se retournait. J'ai demandé si elle avait prévenu la police. Ils lui ont répondu qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose avec une simple note et une voiture qui peut-être la suivait. La semaine suivante, elle m'a tenu au courant, et les incidents se sont intensifiés. Les images de la vidéosurveillance de son immeuble pour la nuit où ses meubles avaient été déplacés avaient été effacées. Sa clé de secours avait disparu, alors qu'elle l'avait encore la veille. 2 de ses pneus ont été crevés dans le parking de son immeuble, mais aucune autre voiture n'a été touchée. Elle m'a dit « Je pense que c'est Alexis. Je crois qu'il essaie de me faire peur sans faire quoi que ce soit qui pourrait vraiment l'envoyer en prison. » Puis, des choses ont commencé à m'arriver à moi aussi. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé la porte de mon appart déverrouillée, alors que j'étais sûr de l'avoir fermée le matin. La fenêtre de ma chambre était ouverte, et je ne l'ouvre jamais parce qu'elle ne se referme pas correctement. Le lendemain, j'ai reçu 5 appels d'un numéro masqué, avec juste une respiration à l'autre bout du fil. J'ai demandé à Maëlle par texto si elle avait donné mon numéro à Alexis. Non, pourquoi? J'ai raconté les appels et la porte déverrouillée. Mon Dieu, je crois qu'il t'a vu au resto. Il a dû comprendre que t'étais là avec moi et maintenant il pense que t'es impliqué. Je suis tellement désolé. Elle m'a dit que ça empirait. Elle avait trouvé des photos d'elle en train de dormir sur son plan de travail. Elle squattait chez une amie, trop terrifiée pour rester chez elle. Puis, on a commencé à me suivre aussi. La même berline bleu foncé qu'elle avait décrite. Je la voyais garée devant mon immeuble ou derrière moi quand je conduisais jusqu'au campus. J'ai essayé de relever la plaque, mais elle était toujours trop loin ou mal placée. Une nuit, en allant à ma voiture, quelqu'un m'a attrapé le bras par derrière. Je me suis retourné, c'était juste un type qui demandait son chemin. Mais en arrivant à ma voiture, j'ai trouvé une note sous mon essuie-glace. Laisse-la tranquille. J'ai appelé Maëlle, pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto, rien. Le lendemain, son téléphone tombait directement sur messagerie. Je suis passé devant chez elle, sa voiture n'y était pas. J'ai demandé à des gens de notre cours s'ils l'avaient vue. Personne ne l'avait croisée. Elle avait manqué presque une semaine de cours. J'ai déposé une plainte à la police, mais ils m'ont dit qu'elle était adulte et pouvait aller où elle voulait. Les incidents chez moi ont continué. Des portes de placard ouvertes alors que je les avais fermées. Mon rideau de douche tiré du mauvais côté. Une nuit, ma télé était allumée sur du bruit blanc, le volume au minimum. J'ai appelé la police, ils ont fouillé, rien trouvé. L'un d'eux a suggéré un détecteur de monoxyde de carbone, car ça pouvait causer confusion et trou de mémoire. Après leur départ, j'ai remarqué que mon ordi portable était ouvert sur le plan de travail. Je l'avais laissé fermé sur mon bureau. L'écran s'est allumé, un document était ouvert avec une phrase tapée en boucle sur toute la page. Ce n'est pas celle que tu crois. Mes mains tremblaient en lisant ça encore et encore. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, qu'il avait écrit, ni comment ils étaient entrés chez moi. J'ai pris mes clés, mon téléphone, et je me suis dirigé vers la porte. Alexis était là, dans le couloir. Faut qu'on parle de Maëlle, a-t-il dit. Il avait l'air parfaitement normal, en pantalon chino et chemise bleue toute simple, ce qui rendait la situation encore plus flippante. J'ai gardé la main sur la poignée, entr'ouvrant la porte juste assez pour qu'il ne puisse pas forcer l'entrée. On peut parler ici, ai-je dit. Mes voisins sont là, ils entendront si quelque chose arrive. Alexis a levé les 2 mains,
comme pour me calmer. Je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je pense juste que tu dois savoir certaines choses sur Maël avant que ça aille plus loin. Il a sorti son téléphone et a fait défiler d'anciens messages. Écoute, je sais qu'elle a l'air douce et effrayée, mais elle a déjà fait ça. Son ex avant moi, il s'appelait Julien. Elle l'a accusé de la suivre et d'entrer chez elle aussi. Il m'a montré l'écran, des messages d'un contact enregistré sous « Julien ». Les textos montraient un mec qui demandait pourquoi Maël racontait qu'il la harcelait, alors qu'il avait déménagé dans une autre région des mois plus tôt. Il y avait des captures d'écran de plaintes déposées par Julien, disant que Maël se pointait à son boulot et chez lui. Mon estomac s'est noué, les messages semblaient authentiques, datés d'il y a 2 ans. Elle a un schéma, a dit Alexis. Quand une relation se termine, elle invente des histoires élaborées pour attirer la sympathie et l'attention. J'ai peur qu'elle recommence et qu'elle t'ait entraîné là-dedans. Je lui ai parlé de ma porte déverrouillée et des appels avec juste une respiration. Son visage a changé, il avait l'air réellement perplexe, pas ce masque calme qu'il affichait. « Je ne t'ai pas appelé », a-t-il dit. « Je n'ai même pas ton numéro. Comment je l'aurais eu ?» Il a ouvert son journal d'appels des derniers jours. Je pouvais voir les dates, les heures, aucun appel masqué ni numéro qui pourrait être le mien. Je pense que Maël t'a raconté une histoire sur moi pour te faire peur, et maintenant elle fait des trucs pour te faire croire que je suis après toi aussi. C'est sa méthode. Elle crée le problème et joue la victime. Il m'a conseillé de demander à l'ami de Maël des détails sur sa dernière rupture, pour voir si ça collait avec ce que Maël m'avait dit. Puis il a dit qu'il devait aller bosser, et s'est dirigé vers l'escalier. Je l'ai regardé partir, il n'a pas jeté un regard en arrière, rien de menaçant. Juste un mec qui s'en va après une conversation banale. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et je suis resté sur mon canapé plus d'1 heure, à fixer le mur, essayant de comprendre. L'ordi était toujours ouvert sur le plan de travail, avec ce message en boucle. Ce n'est pas celle que tu crois. Exactement ce qu'Alexis venait de me dire, en d'autres termes. Mais je repensais à la voix tremblante de Maël au resto, quand elle parlait d'Alexis. Cette peur semblait réelle. On ne peut pas simuler ce genre de frayeur, si? Pourtant, si elle avait un passif de fabriquer des histoires de harcèlement, peut-être qu'elle était juste douée pour jouer la comédie. J'ai pris mon téléphone, repensant à tout depuis ce déjeuner. Les meubles déplacés de Maël, la note sous sa porte, ses pneus crevés. Mais je n'avais vu que des photos des pneus, rien de mes propres yeux, juste ce qu'elle m'avait raconté. Puis les incidents chez moi, ma porte déverrouillée, les appels, la note sur ma voiture, ma fenêtre ouverte. Mais Alexis venait de me montrer son journal d'appel, ce n'était pas lui. Alors qui? J'ai ouvert mes messages et j'ai écrit à Maël. « Salut, on peut parler ?» Des trucs bizarres se passent. J'ai besoin de te poser une question. J'ai envoyé et j'ai fixé l'écran. Le message restait avec une seule coche, pas deux. Au bout de 30 secondes, un point d'exclamation rouge est apparu, non distribué. J'ai réessayé, même résultat. J'ai essayé d'appeler, pas de sonnerie, juste une voix automatisée. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez vérifier et réessayer. Mon estomac s'est noué. Son téléphone marchait encore hier. Un numéro ne s'arrête pas du jour au lendemain, sauf si quelque chose de grave est arrivé. J'ai rappelé, pour être sûr, même message. J'étais vraiment inquiet. Soit il était arrivé quelque chose à Maël, soit elle avait délibérément coupé son téléphone, et je ne savais pas quelle option était pire. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, me levant sans cesse pour vérifier la caméra de porte que je n'avais pas encore et regarder par la fenêtre si la berline bleue était là. Au matin, je me suis habillé et j'ai filé au campus. Le bureau de sécurité était dans le bâtiment administratif près du parking. J'ai expliqué à la réceptionniste que je devais signaler un harcèlement, et elle a appelé un officier. Sheila Parker, la quarantaine, chignon serré, est arrivée 5 minutes plus tard. Elle avait cette façon de vous regarder qui vous faisait sentir qu'on vous écoutait vraiment. On s'est installé dans un petit bureau, elle a sorti un carnet. « Racontez-moi tout ce qui s'est passé », a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté, le déjeuner au resto, la rupture, les intrusions chez Maël, ses meubles déplacés, ses pneus crevés, ma porte déverrouillée, ma fenêtre ouverte, les appels avec respiration, la note sur ma voiture, le message sur mon ordi, Alexis dans mon couloir. Sheila a noté chaque détail, avec date et heure approximative. Elle m'a demandé si j'avais gardé les notes ou pris des photos, et je me suis senti idiot de ne pas y avoir pensé. C'est un schéma classique de harcèlement, a-t-elle dit. L'escalade, des dégâts matériels au contact direct, l'intimidation psychologique, la présence chez vous. Le problème, c'est qu'il nous faut des preuves solides pour un dossier qui tienne au tribunal. Elle m'a donné une liste de choses à faire, changer mes serrures immédiatement, installer une caméra à ma porte, tenir un journal précis de chaque incident avec date, heure, lieu et détail, garder et photographier toute note ou message sans trop y toucher. Elle m'a tendu une page de son carnet avec son numéro perso. Appelez-moi directement s'il se passe quoi que ce soit. Même à 3 heures du mat, si vous entendez quelque chose. Savoir que quelqu'un prenait ça au sérieux, comme une vraie menace, m'a permis de respirer un peu. Dans le parking, après avoir quitté son bureau, j'ai ouvert les réseaux sociaux de Maël. J'ai cherché parmi ses amis une certaine Clara Collin, qui apparaissait souvent dans ses photos,
toujours ensemble à des soirées au resto, des amis de longue date. J'ai trouvé son Instagram et lui ai envoyé un message, expliquant qui j'étais, que j'essayais de joindre Maël, que son téléphone ne marchait plus, et que j'étais inquiet. J'ai rafraîchi l'appli toutes les 2 secondes, comme si ça allait accélérer sa réponse. Au bout de 20 minutes, j'ai vu les 3 points indiquant qu'elle écrivait. Elle m'a répondu que Maël était chez elle depuis presque une semaine, trop effrayée pour utiliser son téléphone car quelqu'un avait tenté un piratage de carte SIM pour prendre le contrôle de son numéro. Clara m'a donné son adresse, disant que je pouvais passer l'après-midi si je voulais parler en personne. Je suis arrivé vers 14h à son immeuble, plus chic que le mien, avec portail sécurisé et caméra dans le parking. Elle m'a ouvert, grande, cheveux roux bouclés, l'air fatigué. Comme si elle non plus ne dormait pas bien. Elle m'a conduit au salon, où Maël était sur le canapé, enroulé dans une couverture malgré la chaleur. Maël a levé les yeux, elle avait pleuré, les yeux rouges et gonflés, l'air diminué, comme recroquevillée sur elle-même. Clara s'est assise à côté d'elle et a sorti son téléphone. Maël m'a envoyé des photos de tout ce qui s'est passé chez elle avant de venir ici, a-t-elle dit. Elle m'a montré des images de son salon, meubles décalés de quelques centimètres, avec les marques du tapis montrant leur position initiale. Il y avait des photos de ses pneus crevés, des entailles nettes, et de la note glissée sous sa porte. Tout ce que Maël m'avait raconté était là, avec des horodatages. L'histoire avec Julien, son ex avant Alexis, c'est pas toute la vérité, a ajouté Clara. Maël est sorti avec Julien, et quand ils ont rompu, il a déposé des plaintes. Mais c'était parce qu'un type de sa salle de sport l'avait harcelé, obsédé par elle. Julien pensait que Maël inventait pour attirer son attention, alors il a porté plainte contre elle. Mais le mec du sport a été arrêté pour s'être introduit chez Maël, et Julien a dû admettre qu'il s'était trompé. Alexis utilise cette histoire pour faire passer Maël pour une affabulatrice, mais c'est faux. En rentrant vers 18h, j'ai croisé mon voisin dans le couloir, un type d'une 60aine d'années qui vivait 2 portes plus loin, plutôt discret. Il m'a regardé. Faut que je te parle. J'ai vu une berline bleu foncé garée en face plusieurs fois cette semaine, tard le soir ou tôt le matin. C'est bizarre, on n'a pas de parking visiteur de ce côté-là. Il m'a montré une photo sur son téléphone, un cliché flou d'une berline sous un lampadaire, mais on distinguait la forme et une partie de la plaque. J'ai pas tout le numéro, mais j'ai noté ça, a-t-il dit, me tendant un papier avec 4 chiffres et une lettre. J'allais le signaler au gestionnaire, mais je me suis dit que je devais te prévenir, vu que j'ai vu la même voiture te suivre hier matin quand t'es parti au campus. Mes mains tremblaient en prenant le papier. C'était une preuve tangible que quelqu'un me surveillait, pas juste dans ma tête. Je l'ai remerciée et j'ai appelé Sheila. Elle a dit qu'elle vérifierait la plaque partielle pour voir si des véhicules correspondants avaient été signalés près du campus ou dans des cas de harcèlement. Elle m'a demandé si j'avais d'autres mesures de sécurité, j'ai admis que j'étais perdu. Elle m'a mis en contact avec Corentin Barret, un gars de l'IT du campus spécialisé dans l'installation de systèmes de suivi pour ce genre de cas. Corentin m'a appelé 20 minutes plus tard, et on a fixé un rendez-vous pour le lendemain. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sachant qu'on surveillait mon immeuble depuis une semaine. Le lendemain, Corentin est arrivé avec du matériel et a passé 2 heures à installer une caméra à détection de mouvement à ma porte. Il a configuré une appli pour enregistrer automatiquement les appels avec horodatage et info d'appelant, même masqués. Il m'a dit qu'il avait géré des cas de harcèlement via la sécurité du campus et savait exactement ce que la police demandait comme preuve. La caméra couvrait tout mon entrée et le couloir dans les 2 sens, sauvegardant les images sur un cloud pour éviter toute suppression. Après son départ, je suis allé en cours, vérifiant mes rétros tout le trajet. Ce soir-là, je me suis souvenu que ma dashcam enregistrait en continu. J'ai retiré la carte SD et visionné les images de la semaine. Mardi après-midi, la berline bleue me suivait en quittant le campus, à 3 voitures de distance, jusqu'à mon immeuble. J'ai sauvegardé la vidéo avec les horodatages de l'itinéraire exact et l'ai envoyée à Sheila via un lien sécurisé qu'elle m'avait donné. Pour la première fois, j'avais une preuve concrète, pas juste ma parole contre celle de quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux d'un compte utilisant les photos de Maël. Il me demandait de me rendre dans un parking à la périphérie de la ville pour tout expliquer. Le profil avait été créé la veille, sans autre publication ni amis, ce qui a déclenché toutes mes alarmes. J'ai fait des captures d'écran du message et du compte, et je les ai envoyés à Sheila sans répondre. Elle m'a répondu en 10 minutes, me disant de ne pas interagir et de lui transférer tout ce qui semblait suspect. 1 heure plus tard, j'ai reçu un email de mon prof d'économie, me demandant de passer à son bureau pour discuter d'une dénonciation anonyme prétendant que j'avais triché à l'examen. Je n'ai jamais triché de ma vie, et cet email m'a retourné l'estomac. Le timing était trop parfait pour être un hasard. Quelqu'un essayait de salir ma réputation avant que je puisse monter un dossier. J'ai répondu en demandant des détails sur l'accusation, disant que j'étais prêt à en parler, mais que je voulais comprendre de quoi on m'accusait. Cet après-midi-là, je suis passé devant l'ancien immeuble de Maël pour voir si sa voiture était là. Rien, mais près des poubelles, où des ordures étaient éparpillées, quelque chose a attiré mon regard. En m'approchant, j'ai trouvé un reçu de serrurier à moitié enfoui sous du carton, daté de 2 semaines plus tôt, sous un nom inconnu. La date correspondait exactement à celle où Maël disait avoir perdu sa clé de secours. J'ai pris plusieurs photos du reçu,
m'assurant que la date et le type de clé étaient visibles. Le descriptif correspondait aux clés standards de son immeuble. Je l'ai mis dans un sac plastique que j'avais dans ma voiture et l'ai ajouté à mon dossier de preuve. À 2 heures du matin, ma caméra de sonnette m'a envoyé une alerte. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'appli. Quelqu'un avec des gants noirs testait ma poignée. Pas d'uniforme de maintenance. Quand la lumière de la caméra s'est allumée, la personne a levé les yeux brièvement avant de filer vers l'escalier. La vidéo était assez nette pour montrer un homme d'environ 1m80, même carrure qu'Alexis. J'ai sauvegardé la vidéo et l'ai envoyée à Sheila, malgré l'heure. Le lendemain soir, je suis resté tard à la bibliothèque pour un projet. À 22 heures, j'ai appelé le service d'escorte du campus au lieu de marcher seul jusqu'à ma voiture. Un agent étudiant m'a rejoint à l'entrée et m'a accompagné. Ça faisait un peu peur de céder à la crainte, mais Sheila m'avait dit de changer mes habitudes pour être moins prévisible. Le service était gratuit jusqu'à minuit, et l'agent m'a dit que beaucoup d'étudiants l'utilisaient, surtout l'hiver. Le lendemain matin, Sheila m'a demandé de passer pour faire le point sur nos preuves. Elle avait imprimé toutes les photos et vidéos, organisées par date et heure. Elle m'a expliqué qu'elle déposait un rapport officiel de harcèlement auprès de la police locale, première étape vers une ordonnance de protection. Elle m'a détaillé le processus légal des prochaines semaines, les audiences et les exigences en matière de preuves. Elle a dit que notre dossier, avec son schéma d'escalade, était assez solide pour avancer. Cet après-midi-là, mon proprio m'a appelé. Sheila l'avait contacté au sujet de la sécurité de l'immeuble. Il avait vérifié ses registres et découvert que sa clé principale avait disparu de son bureau pendant 24 heures la semaine précédente. La clé était sur un crochet dans son bureau, qu'il verrouillait habituellement. Mais il l'avait laissé ouvert un après-midi pour une urgence de maintenance. En revenant, la clé était là, il n'avait rien remarqué. Mais en consultant son registre, il a vu que la clé avait été empruntée et rendue pendant ce laps de temps, avec une signature ne correspondant à aucun de ses employés. Ça expliquait comment quelqu'un était entré chez moi pour déplacer des trucs et ouvrir mon ordi. Larry a promis de changer toutes les clés principales et d'installer un vrai système de contrôle. Il s'est excusé pour la faille et m'a dit qu'il ne me ferait pas payer la nouvelle serrure. Le lendemain matin, j'ai appelé le resto qu'Alexis avait mentionné dans mon couloir. J'ai demandé au gérant de vérifier le planning d'un employé. Après quelques minutes, il m'a dit qu'Alexis n'était pas de service la nuit de l'intrusion chez moi et avait quitté son job sans préavis 3 semaines plus tôt. Mes mains tremblaient en raccrochant. J'avais la preuve qu'Alexis m'avait menti en face sur son emploi du temps. J'ai envoyé l'info à Sheila, qui m'a répondu que c'était une preuve clé à documenter. 2 jours plus tard, Sheila m'a appelé au sujet de la berline bleue. Quelqu'un l'avait signalé pour stationnement illégal près du campus, et le PV incluait la plaque complète. Elle m'a guidé pour faire une demande d'accès au registre public pour obtenir les infos d'immatriculation, avec des formulaires et un petit frais. La greffière m'a dit que ça prendrait 3 à 5 jours ouvrables, mais que j'obtiendrais le nom et l'adresse du propriétaire. En attendant, Clara m'a envoyé un mémo vocal avec l'accord de Maëlle. J'ai mis mes écouteurs et écouté Maëlle décrire des dates précises où elle avait entendu des pas devant sa porte ou vu la berline garée en face. Sa voix tremblait, mais elle était claire, avec 6 incidents détaillés. J'ai comparé avec mes notes. 3 dates correspondaient parfaitement à mes propres incidents. J'ai envoyé le mémo et mes comparaisons à Sheila. La caméra cachée installée par Corentin a enfin capturé quelque chose. Pendant une semaine, elle ne montrait que mon salon vide. Puis, un jeudi à 2 heures du matin, le capteur a enregistré une silhouette sombre traversant mon appart. La personne, en vêtements foncés, se déplaçait vite mais prudemment, comme si elle connaissait les lieux. La vidéo était floue, lumières éteintes, mais on voyait clairement quelqu'un fouiller mon bureau. En attrapant des papiers, un poignet est apparu avec un tatouage distinctif, visible quelques secondes. J'ai téléchargé la vidéo et l'ai envoyée à Sheila avec une note sur le tatouage. L'après-midi suivant, j'ai reçu un appel du détective Tobias Eckert, spécialiste des cas de harcèlement. Sa voix calme m'a rassuré. Il m'a demandé de venir au poste avec toutes mes preuves, photos, vidéos, notes, mémo vocales. Au rendez-vous, il a passé 1 heure à examiner chaque pièce, notant le déroulé précis. Il m'a félicité pour la qualité de mon dossier, disant que c'était exactement ce dont les procureurs avaient besoin. Les affaires de harcèlement s'effondrent souvent faute de preuves concrètes, mais nous avions des vidéos, des témoignages et un schéma clair d'escalade. 3 jours plus tard, les registres du PV sont arrivés. Sheila m'a appelé pour les examiner. La berline était louée par une agence. Sous le nom d'Alexis S. La location avait commencé 2 jours après la rupture au resto, et le contrat était toujours actif, renouvelé semaine après semaine. Tobias a dit que c'était une preuve solide liant Alexis à la surveillance que Maëlle et moi subissions, corroborant ses rapports. Le même jour, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. C'était Alexis, parlant vite, les mots se bousculant, prétendant qu'on le piégeait, peut-être l'ex de Maëlle. Il voulait me rencontrer pour expliquer ce qui se passait vraiment, et m'a donné un autre numéro. Le message durait presque 3 minutes, de plus en plus désespéré. J'ai sauvegardé l'enregistrement et l'ai envoyé à Tobias, sans répondre. Il m'a répondu dans l'heure. Ne pas répondre, ce message montrait une conscience de culpabilité. Je me suis souvenu du document sur mon ordi, avec la phrase répétée.
J'ai vérifié les métadonnées. Le fichier avait été créé pendant mon cours d'économie, quand je n'étais pas chez moi. J'ai ouvert l'appli de capteur de fenêtre installée par Corentin. Ma fenêtre avait été ouverte au même moment. La corrélation était parfaite, prouvant une intrusion. J'ai envoyé des captures d'écran des métadonnées et du journal de la fenêtre à Tobias. Le lendemain, Clara m'a transféré une photo de Maël, montrant un tatouage de poignet identique à celui de ma vidéo. Maël disait l'avoir vu sur un mec avec qui Alexis s'entraînait à la salle. Elle pensait qu'Alexis avait un complice, ce qui expliquait certains incidents simultanés. J'ai envoyé la comparaison à Tobias, les motifs du tatouage correspondant parfaitement. Ce soir-là, Tobias m'a dit avoir interrogé Larry sur la sécurité de l'immeuble. Larry avait découvert que la caméra de son bureau avait été désactivée en coupant le disjoncteur dans une armoire technique, un endroit peu accessible. Quelqu'un savait exactement où aller pour prendre la clé et réactiver la caméra après. Ce niveau de planification suggérait une connaissance approfondie ou une recherche minutieuse. 2 jours plus tard, Corentin m'a appelé. Il avait récupéré des images supprimées du système de parking du campus. Dans son bureau, il m'a montré des clips de la berline près du bâtiment d'économie, horodatage correspondant à mon emploi du temps. Il a gravé les images sur un disque, étiqueté avec date et lieu, et me l'a donné. Je l'ai apporté à Sheila, qui l'a enregistré comme preuve et en a fait des copies pour Tobias. Elle a sorti une pile de formulaires, expliquant qu'on avait assez pour demander une ordonnance restrictive. Les documents demandaient chaque incident avec date, heure et description précise. Sheila m'a guidé, me disant où être plus spécifique sur la porte déverrouillée ou les appels. Le jargon légal était confus, mais elle a tout traduit en langage clair, montrant ce que le juge voudrait voir. On a passé 2 heures à remplir et organiser les incidents, du premier mot sur ma voiture à la dernière vidéo. Sheila a tout agrafé dans un dossier marqué de mon numéro de dossier. Chez moi, je fixais mon ordi, repensant à comment Alexis semblait connaître mon emploi du temps. J'ai eu une idée risquée, mais qui pouvait marcher. J'ai posté mon emploi du temps sur les réseaux sociaux, disant que je serais à la bibliothèque à des heures précises, précisant l'étage et la section, comme pour un groupe d'études. J'ai envoyé un texto à Tobias pour expliquer, demandant si c'était idiot. Il m'a rappelé en 10 minutes, disant que c'était malin si la sécurité du campus me surveillait. Il a organisé des agents autour de la bibliothèque aux heures indiquées et m'a dit d'apporter ma dashcam et tout appareil d'enregistrement. L'après-midi suivant, j'ai garé ma voiture près de l'entrée de la bibliothèque, dashcam allumée, et la caméra de Corentin dans mon sac, déjà en train d'enregistrer. Je me suis installé au 2e étage, près des fenêtres, avec vue sur le parking. 20 minutes avant leur poster, la berline bleue est arrivée, a fait 2 tours et s'est garée avec vue sur l'entrée. J'ai filmé avec mon téléphone à travers la fenêtre pendant qu'elle faisait un autre tour. Ma dashcam continuait d'enregistrer, et la caméra dans mon sac captait mon angle. La berline a tourné 4 fois en 1 heure, gardant ses distances mais surveillant clairement. J'ai envoyé les vidéos à Tobias dès que je suis revenu à ma voiture. Il a confirmé que la sécurité du campus avait aussi filmé la voiture. Le lendemain matin, Clara m'a transféré un email envoyé au responsable du département de Maël, l'accusant d'avoir copié des sections d'un devoir en ligne, avec numéro de paragraphe précis. L'email venait d'un compte avec un faux nom. Tobias a contacté l'IT de l'université pour préserver les en-têtes et tracer l'IP et la localisation. Plus tard, Clara m'a envoyé une photo prise de la berline garée en face de son immeuble. Elle l'avait reconnue d'après mes descriptions et avait zoomé sur le conducteur. L'image, un peu floue, montrait un profil correspondant à la taille et la carrure d'Alexis. J'ai transféré la photo à Tobias, qui a dit que c'était une preuve solide le plaçant près de chez Maël. J'ai pris rendez-vous avec les services juridiques étudiants et rencontré une avocate spécialisée dans les cas de sécurité. Elle a étalé mes documents sur son bureau, les lisant attentivement avant d'expliquer qu'une ordonnance de protection personnelle était différente des charges criminelles. Elle pouvait être délivrée rapidement avec nos preuves, sans exiger le même niveau de preuve qu'un procès pénal. Le processus prendrait 1 semaine si tout était bien déposé, et l'ordonnance obligerait légalement Alexis à rester loin de moi et du campus. Elle m'a aidé à remplir la demande, joignant copie des plaintes, vidéos et témoignages. Tobias m'a appelé ce soir-là, sa voix toujours aussi posée, mais avec une pointe d'urgence. « On a du nouveau », a-t-il dit. « On a tracé l'adresse IP de l'email envoyé à votre prof. Il vient d'un café en centre-ville, et leurs caméras de surveillance ont capturé Alexis sur place à l'heure exacte de l'envoi. On a aussi vérifié les registres de location de la berline bleue. Il a utilisé une carte de crédit à son nom pour prolonger le contrat hier. On est en train de monter un dossier pour l'arrêter. Il m'a demandé de rester prudent, de ne pas répondre à tout contact suspect et de continuer à documenter chaque incident. On est proche, Julien. Avec tout ce que vous et Maël avez rassemblé, on a de quoi le coincer. » Le lendemain, j'ai retrouvé Clara et Maël dans un café sécurisé près du campus, choisi par Tobias pour éviter tout risque. Maël semblait épuisée, mais déterminée. Elle m'a raconté qu'elle avait retrouvé un vieux message vocal d'Alexis, laissé juste après leur rupture, où il promettait qu'elle regretterait sa décision. Clara l'avait envoyé à Tobias, qui l'a ajouté au dossier. Maël m'a regardé, les yeux humides. « Je suis désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Je n'avais aucune idée qu'il irait aussi loin. » J'ai secoué la tête.
C'est pas ta faute. On vas en sortir. Clara a ajouté qu'elle avait contacté d'autres amis d'Alexis, et l'un d'eux avait confirmé que le tatouage correspondait à un certain Lucas, un ancien collègue de salle de sport d'Alexis. Lucas avait un casier pour des délits mineurs, ce qui donnait du poids à l'idée d'un complice. 2 jours plus tard, Sheila m'a appelé pour m'annoncer qu'Alexis avait été arrêté. La police avait perquisitionné son appartement et trouvé des duplicata de clés correspondant à celles de l'immeuble de Maël, ainsi qu'un carnet où il notait les horaires de mes cours et mes trajets. Ils avaient aussi localisé Lucas, qui avait avoué avoir agi sous les ordres d'Alexis pour envoyer un message à Maël et moi. Le dossier était solide, vidéos, photos, enregistrements, témoignages et maintenant des preuves matérielles. Tobias m'a expliqué que les charges incluaient harcèlement, effraction et intimidation criminelle, avec une audience prévue dans les semaines suivantes pour une ordonnance de protection définitive. Maël a repris contact peu à peu, d'abord par message, puis en personne. On a passé des heures à parler de ce qui s'était passé, à essayer de comprendre comment un simple déjeuner avait déclenché une telle spirale. Elle a décidé de changer d'appartement et de renforcer sa sécurité, avec l'aide de Clara et du service d'accompagnement du campus. Moi, j'ai continué à utiliser ma caméra et à vérifier mes serrures, mais la peur s'estompait à mesure que les jours passaient sans incident. Mon voisin, celui qui avait noté la plaque, m'a même offert un café pour fêter la fin de ce cauchemar, comme il l'a appelé. Lors de l'audience, Alexis a plaidé coupable pour éviter un procès plus lourd. Il a écopé de 18 mois de prison, assorti de 5 ans d'interdiction d'approcher Maël ou moi. Lucas, le complice, a eu une peine moindre pour coopération. Le juge a salué notre travail de documentation, disant que c'était l'un des dossiers les plus solides qu'il avait vu dans une affaire de harcèlement. Maël était là, assise à quelques rangs de moi, et on a échangé un regard quand le marteau a retenti. Pas de triomphe, juste du soulagement. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Maël au campus. Elle avait repris les cours, un peu plus confiante, un peu plus elle-même. On a pris un café, pas au resto où tout avait commencé, mais dans un endroit plus calme, loin des souvenirs. Elle m'a dit qu'elle suivait une thérapie pour surmonter le stress post-traumatique, et je lui ai avoué que je voyais aussi quelqu'un pour gérer l'angoisse des dernières semaines. On a ri, un rire léger, presque libérateur, de ceux qui viennent après avoir traversé l'orage. Je ne regrette pas d'avoir été là pour Maël ce jour-là au resto. Mais si je pouvais remonter le temps, je me serais peut-être assis plus loin, ou j'aurais refusé l'invitation. Pas par lâcheté, mais parce que parfois, être au mauvais endroit au mauvais moment vous entraîne dans une tempête que vous n'aviez pas vu venir. Pourtant, en regardant Maël sourire ce jour-là, en pensant à tout ce qu'on avait surmonté, je me suis dit que, peut-être, ça valait le coup. On était sortis de l'obscurité, plus fort, plus méfiant, mais toujours debout.